Bonjour à tous, on se retrouve pour corriger des exercices de la feuille de TD sur les espaces vectoriels de dimension finie. Les exercices 1 à 4 que je vous avais demandé de chercher après visionnage du premier cours. Alors, ça commence par l'exercice 1 où on nous donne A comme l'ensemble des solutions d'un système S écrivant x moins 2y plus z égale 0, x plus y plus z plus t égale 0. Alors on remarque tout de suite que S est un système homogène, ça c'est important. L'inconnu x, y, z, t appartenant à R4. On sait donc que c'est un sous-espace vectoriel de R4. L'ensemble des solutions d'un système homogène est un sous-espace vectoriel. C'est donc un R espace vectoriel. Pourquoi ? Parce que c'est un sous-espace vectoriel de R. Et alors, on s'arrêtait là si on n'utilise que le premier cours. Mais si on utilise le deuxième cours, on peut dire que sa dimension est inférieure à celle de R4 et donc de dimension inférieure à 4. Alors, vous n'avez sans doute pas fait en première recherche. Pour déterminer l'une de ces bases, puisque c'est de ça dont il s'agit, il faut le résoudre en partie. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Le système est de rang 2. Vous voyez qu'il n'y a que deux équations. Elles sont non proportionnelles, donc on peut prendre deux paramètres. Là, j'ai pris x et y. Ça revient donc à fixer x égale lambda, par exemple, y égale mu, z égale moins lambda plus 2 mu, et phi t, c'est la somme des trois, ça fait 3 mu. Où lambda mu appartient à R2. Donc finalement A, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 0, moins 1, 0, et d'autre part 0, 1, 2, 3. Alors, c'est bien un R espace vectoriel. De plus, ça, c'est une famille libre. Famille libre, pourquoi ? Parce que formée de deux vecteurs non collinaires R. Donc cette famille, elle est génératrice de A et libre. Autrement dit, de dimension 2. Alors, c'est bien plus petit que 4. Et ceci est l'une de ces bases. Alors, en fait, il y en avait plein d'autres, puisque vous savez qu'en dimension, un R espace vectoriel de dimension 2, toute famille libre de deux vecteurs de grand A est une base de grand A. Donc vous pouvez faire de multiples façons. Vous pouvez résoudre le système en prenant par exemple z et t comme paramètres et résoudre en xy. Là vous avez encore une autre base. Une remarque, c'est que toutes les bases seront des vecteurs de A. Donc toutes les bases que vous avez pu trouver sont des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Voilà pour ce premier exercice. Alors, dans ce deuxième exercice, on nous fait considérer une famille, j'ai appelé grand F, de polynômes pk, k variant entre 0 et n, ça fait n plus 1 polynôme, donc j'ai mis R de x exposant n plus 1. Il s'agit de montrer rapidement que c'est une base de Rn de x. Alors, on avait déjà fait cet exercice sans le rapidement en question. On avait montré que c'était à la fois une famille libre et une famille génératrice. Là, la différence, c'est que on connaît la dimension de Rn de x. C'est n plus 1. Et regardez, cette famille comporte justement n plus 1 polynômes. Il s'agit donc soit de montrer qu'elle est libre, soit de montrer qu'elle est génératrice. Or, on a une méthode très rapide pour montrer qu'elle est libre. Allons-y, disons que quel que soit k appartenant à 0, n-1, le degré de pk, c'est k, qui est strictement plus petit que k plus 1, qui est le degré de p indice k plus 1. On appelle ça une famille de polynômes à degré étagé. On sait donc que c'est une famille libre dans R de x. De plus, quel que soit k appartenant à 0, n, le degré
de PK, c'est K, et ça c'est inférieur ou égal à N. Donc je dis que F est une famille libre, on vient de le montrer, de combien de polynômes? De n plus 1 polynômes, mais qui sont tous dans quoi? De Rn de x. Hop. Rn de x. Hop. Hop. Alors, une famille libre de n plus 1, comme Rn plus 1, comme Rn de x est un K espace vectoriel, R espace vectoriel en l'occurrence, de dimension justement n plus 1, F est une base de Rn de x. Alors vous voyez, par rapport à la première version, c'est beaucoup plus court. Il suffit de dire que ce sont des polynômes de Rn de x qui sont en bon nombre, c'est-à-dire en nombre égal à la dimension de l'espace, et formant une famille libre. Voilà pour l'exercice 2. Alors, passons à l'exercice 3. On nous fournit une famille de 3 polynômes ABC, où A c'est x moins 1 au carré, autrement dit c'est 1 moins 2x plus x carré. B c'est x plus un facteur de x moins 1, donc ça fait x carré moins 1, ça fait moins 1 plus x carré, et C c'est 1 plus 2x plus x carré. Alors, bien sûr, A, B, C, tous les trois là appartiennent à R carré. Tout ça, c'est dans A appartient à R2 de x, B appartient à R2 de x, et C appartient à R2 de x. Il s'agit de montrer que phi est une base de R2 de x. Bon, déjà, on a une famille de 3 polynômes, donc phi est une famille de 3 polynômes. On peut dire vecteur, mais bon, ici, c'est polynôme de R2 de x. Et R2 de x, on connaît cette dimension. La dimension de R2 de x, c'est 3. Autrement dit, pour montrer que phi est une base, il suffit de montrer que phi est libre. On peut aussi montrer qu'elle est génératrice, mais c'est beaucoup plus simple de montrer qu'elle est libre. Alors, c'est notamment pour ça que j'ai laissé un petit espace là, parce que si on se donne A, B, C appartenant à R3, le système A fois grand A plus B fois grand B plus C fois grand C égale 0 équivaut à A moins B plus C égale 0. Sur les x, ça fait moins 2A plus 2C égale 0, et sur les x carrés, ça fait A plus B plus C égale 0. Ça équivaut, par exemple, à, en faisant un petit pivot de Gauss, A moins B plus C égale 0, ça là, plus 2 fois ça, donc moins 2B plus 3C égale 0, et L3 moins L1, L3 moins L1, ça fait 2B égale 0. Alors vous voyez que ça équivaut tout de suite à A égale B égale C égale 0. Autrement dit, phi est libre. Et donc, c'est une base
de R2 de X. Allez, c'est une base de R2 de X. Alors, je vais effacer le bas là pour déterminer les coordonnées de 1x et x carré dans cette base. Alors, évidemment, on pourrait le faire de façon longue, on sait que ça existe, hein. On sait qu'il existe alpha, bêta, gamma, tel que 1 c'est alpha fois ça, plus bêta fois ça, plus gamma fois ça. Idem pour x et idem pour x carré. Mais on vous donne une indication, donc je vais l'utiliser tout de suite. Alors, nous venons de voir que phi est une base de R2 de x, et on vous demande de calculer a moins 2b plus c. J'ai préparé le calcul là, 1 moins 2, 1. Donc ici, sur les constantes, ça fait 4. Sur les x, ça fait 0. Et sur les x carrés, ça fait 0. Pour a moins c, vous voyez qu'il vient moins 4x. Et a plus c, on voit qu'il vient 2 plus 2x carré. Donc, le polynôme 1, il vaut 1 quart de a moins 1 demi de b plus 1 quart de c. Alors, pour 1, c'est réglé. Voilà une combinaison linéaire de ABC qui donne 1. On sait qu'elle est unique. Et les coefficients de 1 sur la base phi vont être 1 quart moins 1 demi plus 1 quart. De même, on a x. X égale donc moins 1 quart de grand A en utilisant ça là. Et plus 1 quart de C. Alors, il ne nous reste plus que x carré. Bon, ben, x carré, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi de, ouvrez la parenthèse, a plus c moins 2 égale 1 demi de, ouvrez la parenthèse, a plus c moins 2, c'est-à-dire que là, moins 2 fois ça, là. Donc, moins 1 demi de A plus B moins 1 demi de C, c'est-à-dire x carré. Alors, on a ici, j'ai 1 demi et encore 1 demi, ça fait 1 quart. En B, ici, j'ai plus 1 demi de B. Et en C, j'ai à nouveau 1 quart. Alors, vous pouvez vérifier nos calculs en mettant par exemple ici pour 1 quart moins 1 demi et 1 quart. Vérifions rapidement nos calculs. Donc ici sur les constantes c'est bon, sur les x c'est bon, sur les x carrés c'est bon, ça fait bien 1. Pour x, vérifions notre calcul avec moins 1 quart 0 et 1 quart. Bon, sur les constantes, c'est bon. Sur les x, c'est bon. Oui, ça, c'est bon. Et enfin, notre dernier calcul a donné 1 quart, 1 demi et 1 quart. 1 quart de C, hein, ici, j'ai oublié le C. Et ça, donc, sur les constantes, c'est bien nul. Sur les x, c'est bien nul, et sur les x carrés, ça fait bien 1. Autrement dit, les coordonnées respectives de 1 sur bêta, sur phi, pardon, x et x carré sont... Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le premier? 1 quart moins 1 demi, 1 quart. Pour x, c'est moins 1 quart, 0, 1 quart. Et pour notre dernier, c'est bien 1 quart, 1 demi, 1 quart. Voilà qui règle ce petit problème dans
R2 de x. Alors, passons donc à l'exercice numéro 4. On nous fournit, comme dans l'exercice numéro 3, une famille de polynômes. Les xk facteurs de 1 moins x exposant n moins k. Attention, ici j'ai écrit n moins 1, c'est n moins k. Pour k variant entre 0 et n. Ou n étoile. Alors, première remarque, d'abord, dans cette famille, il y a n plus 1 polynôme. Pour k variant entre 0 et n, ça fait n plus 1 polynôme. Deuxième remarque, ils sont tous dans Rn de x. En effet, si j'appelle pk ce polynôme-là, le degré de pk, c'est n. Son monôme dominant va être x exposant n moins k fois x exposant k, c'est-à-dire x exposant n. On a donc n plus 1 polynôme dans Rn de x, comme la dimension de Rn de x. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise, c'est n plus 1. Il suffit. Alors, c'est moins simple que précédemment, mais c'est une condition suffisante de montrer que grand F, qui est la famille des pk, 0 plus petit que k plus petit que n, est libre. Bon, alors, on ne peut pas utiliser le coût, entre guillemets, des degrés échelonnés, parce que c'est pas le cas. Vous voyez que tous les polynômes pk ont le même degré. Alors, c'était le cas aussi dans l'exercice 3. On était dans R2 de x et on avait 3 polynômes de degré 2. Ce qui ne les empêchait pas de former une base. Donc, avoir des degrés échelonnés, c'est une condition suffisante pour être libre, mais pas nécessaire. Donc, il faut montrer que cette famille est libre. Alors, regardons un peu à quoi ressemblent ces polynômes. P0, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins x exposant n. P1, c'est x facteur de 1 moins x exposant n moins 1. P2, x carré facteur de 1 moins x exposant n moins 2 jusqu'à 3 petits points. Pn qui vaut xn tout seul. Alors, bon, une remarque, c'est que ça fait... Bon, il faudrait le développer avec la formule du binôme. On peut le faire rapidement si vous voulez. C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, bk parmi n facteur de moins 1 exposant k, facteur de x exposant n moins k. Ou alors, moins 1 exposant n moins k, facteur de... On va écrire moins 1 exposant k, facteur de x exposant k. En tout cas, ça commence par 1 moins nx plus 3 petits points. Celui-là, en revanche, et peu importe sa décomposition, je veux dire qu'il commence par x. Donc ici, ça fait 0 plus x plus des choses. 3 petits points. Ici, il vient 0 plus 0 plus x carré plus des choses. Alors, vous voyez qu'en fait, les polynômes, alors ils ne sont pas à degrés échelonnés, ils sont ce qu'on appelle la valuation échelonnée. La valuation de P0, c'est 0. La valuation de P1, c'est 1. La valuation de P2, c'est 2. Alors, c'est ça qui va assurer la liberté. Prenons un n plus 1 uplet alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à R exposant n plus 1 et on pose, on note, plutôt attention quand je dis qu'on pose, on note l'équation
ou l'égalité alpha 0 P0 plus alpha 1 P1 plus 3 petits points plus alpha n Pn égale 0, sous-entendu bien sûr le 0 de R de x. Alors il faut montrer que cette équation implique, bon, n'a qu'une solution en fait, hein, c'est alpha 0 égale alpha 1 égale alpha n égale 0. Vu la forme des polynômes, on va dire que le système associé, il est triangulaire, ce qui va nous permettre de conclure. J'efface le début et je reviens. Alors, donc je reviens pour terminer l'exercice. On a notre équation là, qui s'écrit comment, vu notre description des polynômes. Elle va faire alpha fois, ici, une matrice, hein, alpha fois les premiers coefficients, plus bêta fois... alpha 0 fois, j'ai choisi alpha 0 fois les premiers coefficients, plus alpha n fois les deuxièmes coefficients. Autrement dit, elle équivaut à un système matriciel de la forme alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n égale 0, 0, 0, etc. Hein, jusqu'à 0, parce que être le polynôme nul, c'est avoir tous ces coefficients nuls. Et ici, donc, j'ai 1, moins n, et puis des choses. Je ne sais pas, là, j'ai 0, 1, et des choses. Là, j'ai 0, 0, 1, et des choses. Et tout en bas, j'ai un 1 et que des zéros devant. Comme ça, là, 0, que des zéros. Pour finir, hop, comme ça, ici, c'est plein de 1 et là, plein de 0. Alors, vous voyez que ceci, c'est un système triangulaire dont tous les coefficients sont égaux à 1. Et donc, finalement, E équivaut bien à alpha 0 égale alpha 1 égale 3 petits points égale alpha n égale 0. Donc F est libre et c'est bien une base. C'est bien une base de Rn de x. Ce qui clôt notre exercice 4 et cette petite séance de correction. Les exercices qui suivent font appel au cours sur les sous-espaces vectoriels. Je vais vous donner des indications à la fin de cette vidéo, donc restez, c'est pas terminé. Des indications pour faire les suivants. À tout de suite. Alors, quelques indications pour la suite. Et d'abord, l'exercice 5, vous voyez qu'est utilisé le mot hyperplan, qu'on a déjà introduit comme étant le noyau d'une forme linéaire d'un espace vectoriel. Mais on vous précise ici qu'on sait que dimension de h égale n-1. Alors oui, c'est un problème de vocabulaire. Éclaircissons ce point. Si E est un quel espace vectoriel, attention, 2 dimensions finies n. 2 dimensions finies n. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E dont la dimension est n-1. Donc un hyperplan, c'est quelque chose de dimension n-1. Alors vous voyez qu'il faut que les deux définitions soient cohérentes. On verra que c'est bien le noyau d'une forme linéaire. Comme ça, les deux définitions, celle dans le cadre général et celle dans le cadre des espaces vectoriels de dimension finie, coïncideront. Une remarque toujours à propos du vocabulaire, on appelle droite vectorielle de un sous-espace vectoriel de dimension 1. Et un plan vectoriel de E, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Ça permet d'écrire rapidement droite vectorielle
c'est toute chose tout sous-espace vectoriel de dimension 1, plan vectoriel, tout sous-espace vectoriel de dimension 2. Alors, dans l'énoncé ici, on vous parle de H qui est un hyperplan. Vous avez donc dimension de H égale n-1. Ensuite, vous avez un vecteur V qui est dans E privé de H. Alors ça, il faut se poser la question, la droite engendrée par V, quelle est sa dimension? Alors, je vous le dis, c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est justement une droite vectorielle et que V n'est pas 0. C'est une droite vectorielle parce que V n'est pas nul. Si V avait été nul, ça serait l'espace vectoriel engendré par le seul vecteur nul. Mais V n'est pas nul car 0 appartient à H. Et on lui dit V n'est pas dans H. Autrement dit, regardez, vous avez déjà deux sous-espaces vectoriels qui ont pour dimension n-1 et 1. Si vous avez bien écouté et regardé la vidéo, vous savez qu'ils sont de bons candidats à être des supplémentaires. Il suffit de montrer que leur intersection est réduite à 0, puisque la somme de leurs dimensions, c'est la dimension de l'espace total. Donc voilà une indication importante. Je reviens pour les autres. Alors, terminons cette petite séance d'indication avec l'exercice 6, 7, 8, 9, 10. Alors, dans le 6, en fait, l'idée, c'est de voir qu'on est dans un cas particulier de l'exercice 5. Grand F, ici, c'est R fois le vecteur 1, 1, 1, c'est une droite vectorielle. Et G, qui est l'ensemble des x, y, z, t appartenant à R4, tels que x plus y plus z plus t égale 0, c'est bien un hyperplan de R4. À vous de le justifier en montrant rapidement que vous savez que les solutions d'un système à 4 inconnus de rang 1 ont certaines propriétés. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser ce que vous avez fait dans l'exercice 5. Alors, exercice 7 peut aussi utiliser l'exercice 5. On revient à un cas très général et il s'agit de trouver en fait la dimension de l'intersection de deux hyperplans distincts. Une remarque, on trouve n-2, remarquez que dans l'espace, c'est vrai, hein, un hyperplan de l'espace, c'est un plan. Et l'intersection de deux plans dans l'espace, c'est une droite. La dimension de l'espace, c'est 3. La dimension de chaque plan, c'est 2. La dimension de la droite, c'est 1. On est bien à n-2. Bon, l'idée, c'est qu'on prend deux hyperplans distincts. Je reviens au cas général, hein, n quelconque. On prend deux hyperplans distincts, mais dans ces cas-là, il existe un V qui est dans H2 sans être dans H1. Mais s'il est dans H2 sans être dans H1, il est dans E sans être dans H1. Donc là encore, on peut récupérer le résultat de l'exercice 5. On sait que E, c'est H1, c'est la somme directe de H1 et de la droite vectorielle engendrée par V. L'idée à retenir de ces 5, 6, 7, là, c'est que quand vous avez un hyperplan, tout vecteur qui n'est pas dedans engendre une droite vectorielle qui lui est supplémentaire. Tout vecteur qui n'est pas dans un hyperplan engendre une droite vectorielle qui est le supplémentaire de cet hyperplan. Alors, pour l'exercice 8, on se place dans R4 et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vecteurs qui vous sont donnés. On vous demande de déterminer certaines dimensions, d'abord des espaces vectoriels engendrés par ABC et DE, puis des intersections et des sommes. Alors, une remarque. Pour les vecteurs AB d'une part et DE, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas collinaires. Donc les familles AB et DE sont clairement libres. Ça donne déjà la dimension de G. G qui est l'espace vectoriel engendré par DE, a DE comme famille à la fois génératrice et libre. Donc comme base, la dimension de G va être 2. La dimension de F, qui est l'espace engendré par ABC, c'est au moins 2 déjà, puisque A et B sont libres dans F. Alors, ça dépend si, pour la dimension de F, voir si oui ou non, C est dans l'espace vectoriel engendré par AB. Parce que, alors, si la réponse est non,
la famille ABC sera libre. Et donc, ABC sera à la fois génératrice et libre dans F, donc une base. Si la réponse est oui, AB suffira à engendrer F, et la dimension de F, ça sera 2. Donc, voir ça pour savoir si c'est 2 ou 3. Alors, pour l'intersection, il faut déjà déterminer cette... regardez plutôt, là je vous en dis pas trop, parce que sinon je finirai l'exercice, mais vous avez bien sûr la formule de Grassmann qui lie l'un avec l'autre. Si vous trouvez la dimension de l'un, vous avez automatiquement la dimension de l'autre. Alors, essayez de trouver celui qui est le plus simple à déterminer comme dimension. Voilà, en dimension. Et enfin, pour les exercices 9 et 10, là, il faut bien sûr appliquer la méthode matricielle qu'on a vue dans le cours sur le rang, vu dans le cours sur le rang d'une famille. Bon, ce cours fait partie de la vidéo sur les sous-espaces vectoriels, puisque déterminer le rang d'une famille, c'est déterminer la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Bon, voilà un petit programme de travail avec des indications pour chercher les exercices. Vous savez que c'est important de les chercher avant que je les corrige. À bientôt donc pour ces corrections ou pour une vidéo de cours.